Je me présente, je m'appelle Charles Sapo, je suis électricien, électrotechnicien. J'exerce dans ce domaine depuis plus de 20 ans déjà et je serais heureux de partager avec vous la petite connaissance que j'ai acquise durant toutes ces années par le biais de ce cours Introduction à l'électricité pour les débutants. Bonjour à tous, surtout à nos chers apprenants. Bonjour à ce cours Introduction à l'électricité. C'est un cours complet sur l'électricité qui est conçu spécialement pour vous, chers débutants. Alors, c'est quoi l'électricité? Eh bien, tous nous entendons l'électricité est coupée, l'électricité est partie. C'est ce que nous entendons généralement dans les quartiers où nous habitons. Et nous devons juste comprendre que l'électricité est une force fascinante qui alimente notre monde moderne. Et comme vous le savez, elle est omniprésente dans notre quotidien. Elle éclaire nos maisons, nos appareils électroniques que nous utilisons constamment. Par exemple, les téléphones que nous avons, les casques que nous avons, nous mettons sur nos oreilles et bien d'autres choses. Nous savons que c'est grâce à l'électricité que nous obtenons ce résultat-là. Alors, dans ce parcours d'apprentissage, nous allons explorer les principes fondamentaux de l'électricité. Nous allons parler des applications pratiques. Nous parlerons également des mesures essentielles de sécurité pour travailler avec cette énergie puissante. Donc, une fois de plus, je vous souhaite une bienvenue et êtes-vous prêts pour qu'on commence? Allez, top, allons-y si vous êtes prêts. Alors, commençons d'abord à parler des concepts fondamentaux de l'électricité. Vous savez, lorsqu'on parle d'électricité, il faut bien que vous sachiez que nous parlerons de deux types d'électricité. Ça peut être surprenant, mais c'est la réalité. Alors, le courant ou l'électricité se présente sous deux formes principales. Deux formes principales. Nous avons l'électricité statique, qui est une accumulation de charges électriques qui restent immobiles. Les charges électriques sont accumulées quelque part et ce point est bien immobile. Nous parlons de l'électricité statique. Nous donnerons des exemples plus tard. Nous avons également l'électricité dynamique, comme vous pouvez constater au niveau de ce point-ci. L'électricité dynamique, c'est le mouvement continu des charges électriques dans un conducteur. Et c'est ce que nous utilisons très fréquemment dans nos maisons. Nous savons que nous avons des conducteurs à la maison. Donc, c'est de l'électricité dynamique parce que ça a une force que ça transporte. Donc, voilà les deux types d'électricité que nous avons. Nous avons parlé de l'électricité statique que vous voyez là. Je vais vous permettre de bien voir ça. Voilà, l'électricité statique, c'est ça. Il y a une accumulation de charges électriques qui reste immobile. Et également l'électricité dynamique, ceci. L'électricité dynamique, ça. Qui est le mouvement continu des charges. Alors, quand on parle d'électricité, il faut également savoir que l'électricité a des grandeurs. Parce que parfois, vous entendez parler de courant, vous entendez parler de tension, vous entendez parler de résistance. Alors, c'est quoi ces grandeurs-là? Nous avons 4 grandeurs principales en électricité. 4 grandeurs électriques essentielles. Donc, nous avons. La première grandeur dont nous voulons parler, c'est la charge électrique. La charge. C'est la charge que nous avons. Alors, c'est quoi une charge? Eh bien, c'est la quantité d'énergie. La quantité d'énergie. Quand on parle de quantité d'énergie, j'espère que vous comprenez de quoi nous parlons. Et cette quantité d'énergie a une mesure, elle a une unité. Elle se mesure en coulombes. Sur la parenthèse, vous voyez la lettre C. C'est l'unité de la quantité d'énergie. C'est l'unité mesurée en coulombes. Elle-même, c'est avec la lettre Q, comme vous pouvez le constater au début. La deuxième grandeur dont nous voulons parler, ici, c'est la grandeur courant.
Vous voyez la lettre I. Et la grandeur courant, c'est le débit. C'est un débit. Quel courant est-ce que ça consomme, comme on dit habituellement? Quand vous allez quelque part, vous dites souvent, j'ai beaucoup consommé le mois-ci, je ne sais même pas ce que j'ai utilisé. Eh bien, sachez que c'est le courant, c'est le débit de charge. Et ce débit de charge est en ampères. L'unité de mesure, c'est en ampères. Après le courant, nous parlons de tension. Le plus souvent, vous entendez les petits enfants dire, oh, le courant, l'ampoule ne donne pas parce que la tension est faible. La tension est faible, ça ne donne pas, la tension est faible. Eh bien, c'est quoi la tension? C'est la différence de potentiel. La différence de potentiel entre la phase et le neutre. Vous savez, lorsque vous prenez un câble électrique qui part du poteau pour entrer chez vous, vous avez soit 2 fils, comme on dit vulgairement, ou vous avez 4 fils. Donc, si on prend ici le cas d'espèce d'un branchement 2 fils, vous allez constater que sur les 2 fils, vous avez un fil qui a le courant. Quand vous testez, ça brille et l'autre ne brille pas. Parfois, vous vous rendrez même compte que les 2 fils, quand vous mettez le testeur, les 2 fils brillent, ça brille. Donc, c'est entre les bouts de ces 2 fils-là que nous appelons différence de potentiel. Donc, il y a le potentiel plus, il y a le potentiel moins. Donc, la tension, c'est la valeur entre ces 2 fils-là. Si vous prenez un appareil, vous posez entre ces 2 fils, ça va vous donner une valeur, et cette valeur, on appelle ça la tension ou différence de potentiel, et elle est exprimée en volts. L'unité, c'est le volt. Alors, l'autre valeur qui est tout aussi intéressante et importante dans ce cours d'électricité, qui est désignée pour les apprenants, c'est la résistance. La résistance, ça c'est la résistance. C'est quoi la résistance? Eh bien, c'est l'opposition au passage du courant. Vous savez, lorsque quelque chose, à un moment, quand vous êtes en train de courir, par exemple, vous avez l'impression que le vent vous résiste, ça vous pousse vers l'arrière. Donc, il y a également la résistance, l'opposition au passage du courant qui est mesurée en ohm. Donc, voilà les 4 grandeurs électriques que nous avons discutées ici. Les grandeurs électriques, nous restons sur l'outil des grandeurs électriques. Nous avons parlé de la charge, qui est la quantité d'électricité. Nous avons parlé du courant, qui est le débit de charge. Nous avons parlé de la tension, qui est la différence de potentiel. Et nous avons parlé de la résistance. Maintenant, vous allez vous rendre compte que nous avons une loi qui est une loi fondamentale entre 3 de ces éléments principalement. Vous savez, nous avons des lois aussi, même notre corps humain obéit à des lois. Donc, la loi la plus fondamentale qui régit ou qui existe entre la tension, le courant, la résistance, nous appelons ça la loi d'Ohm. La loi d'Ohm. Et cette loi d'Ohm, voici sa formule ici. Vous vous rappelez lorsque nous avons parlé tout à l'heure des grandeurs électriques, nous avons parlé de la tension qui est mesure en U. Vous vous rappelez? Nous avons parlé de la résistance qui est l'opposition au passage du courant. Et nous avons parlé de l'intensité ici. Donc, la loi d'Ohm est la relation fondamentale entre la tension, la résistance et le courant. Donc, U est égal à R multiplié par I. Et sachez bien, chers apprenants, que cette loi est la pierre angulaire de l'électricité qui nous permet de calculer laquelle des 3 grandeurs lorsque nous connaissons les 2 autres. Si vous connaissez le courant et la résistance, vous pouvez calculer la tension. Si vous connaissez la résistance et la tension, vous pourrez calculer l'intensité. Et si vous connaissez la tension et l'intensité, vous pouvez calculer la résistance. Et c'est une valeur ou une formule qui vous guidera tout au long de l'apprentissage de ce très beau et magnifique métier qu'est l'électricité. Vous pourrez déterminer les tensions, les intensités, les résistances dans vos calculs dans l'avenir pour pouvoir savoir exactement comment ça se passe.
Donc maintenant, nous allons parler des circuits électriques après avoir parlé des deux types de courants, après avoir parlé des grandeurs électriques. Nous allons parler maintenant des circuits électriques. Alors, c'est quoi un circuit électrique? Vous entendrez peut-être un technicien quand il vient chez vous vous dira, il y a les circuits prises, il y a les circuits courants, il y a les circuits clim. C'est quoi un circuit électrique? Eh bien, sachez qu'un circuit électrique est un chemin fermé qui permet aux électrons de circuler de manière continue. C'est un circuit fermé. Alors, pourquoi disons-nous que c'est un circuit fermé? Eh bien, c'est parce que c'est un circuit qui comprend une source d'énergie. C'est quoi une source d'énergie? Une source d'énergie, c'est le courant qui part du poteau électrique pour votre maison, au compteur. C'est ça la source d'énergie. Ça amène le courant à la maison, comme on dit vulgairement. Une autre source d'énergie est ce câble ou ce conducteur que vous allez passer du disjoncteur sonnel à la maison pour le coffret ou pour la petite armoire qu'on a mis à l'intérieur de la maison. Donc, c'est ça la source d'énergie. Ce qui amène le courant à la maison, on appelle ça source d'énergie. Donc, un circuit électrique comprend cette source d'énergie. Ça comprend les conducteurs ou les fils électriques, comme vous appelez vulgairement, on appelle ça conducteur, et des composants qui utilisent ou contrôlent l'énergie électrique. Alors, je vais être plus pratique. Ça veut dire que vous avez le courant quelque part à la maison au compteur. C'est une source d'énergie. Vous avez des conducteurs qui partent de l'extérieur où il y a le compteur pour la maison. Et vous avez des composants comme des ampoules, des interrupteurs, des prises et bien d'autres choses encore qui utilisent ou qui contrôlent les contrôleurs d'énergie par exemple. Donc c'est ça un circuit électrique. On a dit c'est un circuit fermé parce que le courant circule. C'est ça le circuit électrique. Alors quand on parle de circuit électrique, nous devons distinguer deux circuits principaux. Il faut le savoir, chers apprenants. Vous avez des circuits en série et vous avez des circuits en parallèle. Avec le temps, on aura l'opportunité de démontrer cela. C'est quoi un circuit en série? Eh bien, un circuit en série, c'est comme une ligne. C'est-à-dire, il y a une ligne et au bout de cette ligne, tout est connecté. Tout est connecté. Hein? Les composants sont connectés de bout en bout. C'est-à-dire, j'ai une ligne, je pars d'un point A à un point B, c'est une ligne. Un point B à un point C, c'est la même ligne qui continue. C'est comme une ligne continue. C'est ça un circuit en série. Donc les composants sont connectés bout à bout. Ils forment un unique chemin pour le courant. Le courant a un chemin unique. Et l'inconvénient parfois avec le circuit série, c'est que lorsqu'un élément se gâte, tout le circuit cesse de fonctionner. Tout le circuit cesse de fonctionner. Mais ce qui est intéressant de savoir dans le circuit série, c'est que l'intensité du courant est identique en tout point. C'est-à-dire que si vous avez un circuit en série, si au début vous avez un courant de 0,01 ampère, vous aurez le même courant à la fin. Même si vous partez de là où vous habitez, vous parcourez 1 km. Vous aurez le même courant à la fin. C'est ça le circuit série. La tension reste la même. Vous avez également le circuit parallèle. Alors, au niveau du circuit parallèle, chaque composant est connecté au même point du circuit, créant plusieurs chemins pour le courant. C'est-à-dire, vous avez un parallèle comme ça. Vous avez chaque composant qui est connecté au même point du circuit. Et ça crée plusieurs chemins pour le courant. Donc, si un élément est défectueux, les autres éléments fonctionnent. Parce qu'on a une branche, 2 branches, 3 branches. C'est ça le circuit parallèle. Mais le circuit série, on a une seule branche. Ça veut dire que si la branche A cesse de fonctionner au circuit parallèle, les deux autres branches B et C vont continuer de fonctionner. Mais pour le circuit série, comme c'est une seule branche, si elle a un problème, tout s'arrête. Donc pour le circuit parallèle, la tension est identique. Comme on dit, la tension elle est identique pour le circuit parallèle. C'est le courant qui est différent. Et pour le circuit série, le courant est identique et la tension est
bien sûr, n'est pas la même, elle est différente. Donc voilà des choses fondamentales qu'il faut savoir entre le circuit série et le circuit parallèle. Lorsque vous le savez, vous êtes à même de bien amener ou de bien travailler ou même de bien faire vos dessins ou vos calculs lorsqu'il faut déterminer la tension, la résistance ou l'intensité. Maintenant, nous allons parler également encore d'autres choses. Nous avons parlé des circuits, n'oubliez pas. Après avoir parlé des circuits, nous avons parlé des composants. Nous allons parler des composants fondamentaux des circuits. Si vous avez par exemple un circuit, de quoi est-ce que peut être constitué un circuit? Eh bien, nous avons quelques composants ici. Par exemple, le premier composant dont nous voulons parler, c'est la résistance. Vous vous rappelez, on a parlé de résistance tout à l'heure quand on parlait de la loi d'Ohm ou quand on parlait d'autres éléments. La résistance, elle limite le flux du courant. Et également, ça convertit en chaleur l'énergie électrique. Je vous prends un exemple simple. Vous êtes peut-être souvent surpris pourquoi est-ce que le micro-ondes, ou pour ceux qui n'ont pas de micro-ondes, pourquoi le fer à repasser moderne, pas le fer traditionnel que les mamans utilisaient au village à l'époque, qui était très bien aussi. Mais pourquoi est-ce que le fer à repasser, quand on le branche sur le courant électrique, il est tout froid, mais après il commence à chauffer? Waouh! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a mis dans le fer? Pourquoi est-ce que ça chauffe? Eh bien, c'est cette résistance qu'on a mis dans le fer à repasser au niveau du bas là, le bas là. C'est ça qui convertit en chaleur l'énergie électrique qui arrive dans le fer. C'est pour ça qu'on dit il limite le flux et convertit également en chaleur l'énergie électrique. Donc désormais, si vous prenez votre fer à repasser, quand vous le branchez, ne soyez pas surpris pourquoi il va chauffer. Eh bien, c'est parce qu'il y a une résistance qui convertit en chaleur l'énergie électrique. Et à la fin, vous avez un bon rendement, vous avez votre habit qui est très bien repassé, que vous pouvez porter, vous êtes tout beau ou toute belle. À côté des résistances, nous avons des condensateurs. On a des condensateurs qui est également un composant. Alors, le condensateur, lui, fait quoi? Il stocke l'énergie électrique sous forme de champ électrique. Quel exemple je vais vous prendre? À l'époque, on avait des lampes qu'on utilisait pour où il y avait des condensateurs à l'intérieur. Aujourd'hui, ce n'est plus très fréquent, mais si par exemple vous allez dans d'autres ouvrages que je ne vais pas élaborer ici, vous allez trouver des condensateurs. Mais pour l'instant, sachez tout simplement que ça stocke l'énergie, un peu comme le frigo stocke le froid. Voilà. Donc, après les condensateurs, nous parlerons des bobines. Vous savez, le condensateur stocke l'énergie électrique sous forme de champ électrique. Par contre, la bobine ou l'inductance fait le même travail, mais ça stocke l'énergie sous forme de champ magnétique. Il faut bien faire la différence. Le condensateur, lui, il stocke l'énergie sous forme de champ électrique, tandis que la bobine ou l'inductance stocke l'énergie sous forme de champ magnétique. Nous y reviendrons plus tard. Après les bobines et les inductances, nous allons parler de la diode. C'est un composant que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup, mais qui est très important. Par exemple, lorsque vous ouvrez votre téléphone ou votre télé ou votre radio, vous allez voir des petites pièces, des petites pièces, on appelle ça des composants, pas des pièces, des petits composants. Eh bien, ce sont ces composants-là qu'on appelle. Parmi ces composants, il y a un qu'on appelle la diode. On aura le temps, j'aurai le temps de vous le présenter plus tard. Alors, quel est son rôle? Ce composant permet au courant de circuler dans une seule direction. Par exemple, quand vous branchez votre télé, elle peut s'allumer parce que le courant circule à travers ce composant qu'est la diode, avec d'autres composants, et la télé brille. Waouh! Eh bien, ce sont ces composants-là. Il y a des inductances, il y a des bobines, il y a des condensateurs, il y a des résistances, on a des condensateurs, on a des bobines, on a des inductances. C'est tous ces éléments-là qui forment ce que nous allons appeler des composants fondamentaux des circuits. Composants fondamentaux des circuits électriques, bien entendu. Après avoir parlé de ces composants, nous allons parler des composants électriques
composants électriques, à ne pas confondre avec des composants fondamentaux des circuits électriques. On a dit que le circuit électrique, c'est quoi? Vous vous souvenez? Il est fermé. Donc, il faut bien distinguer cela. Nous avons parlé des composants électriques maintenant. Et quand on parle de composants électriques, nous allons parler des choses certainement dont vous avez déjà entendu parler. Nous allons parler des interrupteurs. Lorsque vous arrivez à la maison, le soir, vous avez besoin d'allumer la lampe qui est sur le plafond. Et avant d'allumer cette lampe qui est sur le plafond, vous avez un interrupteur sur lequel vous appuyez. Et les enfants aiment bien jouer avec ça. Quand vous appuyez sur cet interrupteur, la lampe s'allume. Eh bien, il contrôle le passage du courant dans un circuit. C'est ça son rôle. Il contrôle le passage du courant. Et il existe plusieurs types d'interrupteurs. Il y a les interrupteurs va-et-vient. Il y a également des interrupteurs qu'on appelle interrupteurs simple allumage. Il y a des interrupteurs bipolaires, c'est-à-dire avec deux pôles. On a des interrupteurs télérupteurs, des minuteries, etc. Nous allons revenir sur le télérupteur et la minuterie plus tard. Maintenant, avant de prendre un interrupteur, il faut connaître l'usage et la puissance du circuit à commander. Ça veut dire qu'il faut savoir quel type d'interrupteur vous avez besoin et la puissance du circuit à commander. Par exemple, si vous avez plus de 10 lampes à allumer, si ce sont des ampoules de 10 watts, ou les ampoules de 15 watts, ou les ampoules de 40 watts, ainsi de suite. C'est là où on parle de puissance du circuit. Par exemple, si c'est une grosse lampe, comme vous voyez souvent en route, les lampes qui sont en route là, qui éclairent la route, vous n'allez pas prendre un interrupteur qu'on utilise à la maison pour aller utiliser là-bas. On va utiliser autre chose. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut connaître l'usage et la puissance avant de faire le choix d'un interrupteur. Néanmoins, son rôle, c'est le passage, c'est contrôler le passage du courant dans un circuit. Alors, après avoir parlé des interrupteurs, nous allons parler des prises. Alors, quand on parle de prises, là, je sais que tout le monde sait de quoi il est question. Alors, chaque fois que vous voulez brancher un fer à repasser, le moulinex pour écraser les condiments à la maison, comme on dit, les machines à écraser, le téléviseur, brancher le téléphone, l'ordinateur au bureau, la photocopieuse, et bien tous ces appareils-là se branchent sur des prises électriques. C'est pour ça que nous dirons que les prises permettent de connecter les appareils au réseau électrique. On connecte nos appareils au réseau électrique qu'il y a à la maison. Ce sont ces prises qui jouent ce rôle-là. Eh bien, les prises, il faut le savoir, varient selon les pays et les usages également. Parce que nous avons des prises standards étanches, nous avons des prises à interrupteurs, etc. Étant donné que nous utilisons le plus souvent la norme française, on va dire que les prises domestiques sont généralement de type 16 ampères 250 volts ou 220, 230, 240, 250 volts. Donc, c'est vrai qu'il y a des prises qui dépassent cet ampérage-là, mais nous parlerons de prises 16 ampères. C'est ce que nous utilisons dans nos maisons, dans nos installations domestiques à la maison. Après avoir parlé des prises, après avoir parlé des interrupteurs, nous parlerons des câbles et fils. Parlerons des câbles. C'est quoi un câble? Eh bien, ce dont nous voulons parler ici le plus souvent, c'est le code de couleur qui est essentiel pour la sécurité des câbles. Pardon. Le code de couleur est très, très important, très essentiel pour la sécurité. Eh bien, il faut le noter. Parce que l'erreur que commettent certaines personnes, qui sont même déjà des professionnels parfois, c'est d'utiliser n'importe quelle couleur sur n'importe quel point. Eh bien, c'est à tort. Il est important de respecter la norme, car cela garantit la sécurité des personnes et des biens. Donc, le code de couleur des fils est essentiellement pour la sécurité. Parce que lorsque quelqu'un qui vient faire le dépannage après vous vient, quand il ouvre le coffret ou la boîte, il faut bien qu'on sache qui est qui, comme on dit vulgairement. Eh bien, notez-le que pour la phase, nous avons le marron, le noir ou le rouge. Vous allez me demander la phase, c'est quoi?
La phase est le fil sur lequel, quand vous posez le testeur, vous voyez ça briller. Nous ferons des vidéos avec le temps. Vous posez là, ça brille. C'est ça la phase. Donc, nous avons dit, nous avons la couleur. On a le marron, on a le noir ou le rouge. Eh bien, sachez que pour le neutre, il est toujours en bleu. La couleur bleue identifie ou indique le neutre dans un circuit électrique. Pour la terre, c'est la couleur vert jaune, c'est-à-dire les mauvais courants de fuite. C'est la couleur vert jaune. Donc, si vous arrivez sur une installation électrique, vous voyez le rouge, le marron ou le noir, eh bien, sachez que c'est la phase qui est toujours à droite. Le bleu, qui est le neutre, est toujours à gauche. Et le vert jaune, bien sûr, c'est la terre. Maintenant, quand on parle de fil, on parle de câble. Sachez que le câble, c'est un ensemble de fils, comme on dit habituellement. C'est-à-dire, vous allez voir 1, 2, 3 fils, un faisceau de 1, 2, 3 fils, c'est ça un câble. C'est ça un câble. 1, 2, 3 fils dans un ensemble, on appelle ça câble électrique. Par contre, le fil, lui, c'est juste cet élément simple-là, qui a une petite enveloppe avec la partie conductrice que vous voyez. Donc, la section du câble doit être adaptée à l'intensité du courant pour éviter le risque de chauffement. La section du câble est adaptée à l'intensité du courant. Je m'explique. Imaginez que vous voulez brancher un fer à repasser. Hein? Et vous voulez brancher un fer à repasser et que le fer à repasser, quand vous le branchez, l'intensité du courant est un peu plus grande. Par exemple, si un fer à repasser appelle un courant d'intensité de peut-être 16 ampères. Peut-être je vais un peu plus loin, hein? Mais bon, 16 ampères. Comme on a dit que les prises doivent être à 16 ampères, si vous vous rappelez. Et maintenant, vous prenez un fil qui peut seulement supporter 10 ampères. Est-ce que vous pensez que le fer à repasser pourra travailler avec ce fil-là? La réponse est non. C'est pour ça qu'on dit que la section du câble doit être adaptée à l'intensité du courant. Parce que si vous branchez un fer qui appelle 16 ampères, c'est un exemple, sur un fil de 10 ampères, on va parler de risque de chauffement. Le fil là va chauffer, ça va brûler. C'est pour ça que vous constaterez que parfois il y a des maisons qui brûlent à cause de la mauvaise section du fil. Ça commence à chauffer, ça commence à chauffer. Et comme vous ne voyez pas que ça chauffe parce que peut-être les odeurs ne sortent pas encore, il y a incendie. Donc rassurez-vous toujours que la section est adaptée à l'intensité du courant. Et nous y reviendrons plus tard. Vous savez, il est important de choisir des composants électriques qui vont garantir la durabilité et la sécurité de l'installation. Oui. Choisissez les composants électriques qui vont garantir la durabilité et la sécurité de votre installation électrique. Il y va de votre vie. Et pour y parvenir, il faut privilégier des produits certifiés conformes aux normes en vigueur. Nous avons la norme là. Demandez à un professionnel, il va vous aider. Voici la norme, NF ou CE. Les produits doivent être conformes, certifiés à cette norme-ci. Si vous achetez ce genre de produit et vous avez un professionnel pour faire votre travail, je suis persuadé que vous n'aurez pas de problème. Alors, après avoir discuté un peu longuement de composants électriques, vous vous souvenez, on a parlé de composants électriques. On parlait d'interrupteurs, on a parlé de prises, et maintenant on a parlé de fil. Maintenant, nous allons parler de quelques cas pratiques, des montages et des installations. Comment est-ce que vous pouvez installer, par exemple, une prise électrique, même si vous êtes un débutant? Vous êtes débutant, vous êtes à la maison et vous avez branché votre fer à repasser, mais vous constatez que la prise est défectueuse. On dit habituellement en langage vulgaire, elle est gâtée, comme on dit en langage vulgaire. Mais le bon mot, c'est que cette prise est défectueuse. Elle ne peut plus fonctionner. Comment pouvez-vous démonter et remonter une nouvelle prise? Ou comment pouvez-vous désinstaller et installer une prise électrique? Alors, nous avons 6 étapes pour installer une prise. Ah oui, il y va de votre vie. C'est pour ça qu'il est important et primordial
de respecter ces étapes-là, chers débutants. La première chose qu'il est important de faire pour l'installation d'une prise électrique, c'est couper l'alimentation électrique au disjoncteur principal. Eh bien, c'est quoi le disjoncteur principal? Revenons-y. Vous vous souvenez, au début de ce cours, on a parlé de point de livraison ou du point lumineux, point de livraison. Là où quand Eneo, l'entreprise en charge de distribuer le courant électrique chez nous, du poteau pour la maison, nous avons une caisse blanche. On appelle ça le compteur. Voilà. Et on a ce compteur et en dessous de ce compteur, nous avons un appareillage qu'on appelle le disjoncteur. Cet appareillage a souvent deux boutons. Il y a le bouton rouge et le bouton noir. Il y a également un autre type d'appareillage qu'on appelle toujours disjoncteur. Lui, il n'a pas de bouton. Il n'a pas deux boutons, je veux dire, mais il a un seul bouton. Vous le baissez ou vous le levez. Quand vous le levez, vous allez voir un petit chiffre 1 à côté. Et quand vous le baissez, vous allez voir un petit point 0. Donc, c'est ce disjoncteur-là qu'il faut couper. Parce que quand vous le baissez au point 0, on dit que vous avez coupé l'alimentation électrique à la maison. Ça, c'est d'un. Si vous ne voulez pas aller à l'extérieur parce que c'est là-bas que se trouve le disjoncteur, je prends du temps pour bien vous expliquer. Normalement, une bonne installation électrique domestique doit avoir un coffret électrique ou une boîte à l'intérieur de la maison. Et à l'intérieur de cette boîte, on doit également avoir un disjoncteur principal avec les disjoncteurs secondaires. Donc, si vous ne voulez pas aller couper le disjoncteur principal de l'entreprise en charge de distribution d'énergie à l'extérieur, vous pouvez ouvrir votre coffret à l'intérieur de la maison. S'il est bien dimensionné, bien installé, bien calibré, vous connaîtrez le circuit qui alimente la prise que vous voulez changer. Vous allez le couper, c'est-à-dire vous allez baisser ce disjoncteur au point 0. Et s'il est baissé au point 0, vous allez commencer à changer. Dès qu'il est baissé au point 0, ça c'est numéro 1. La deuxième chose qu'il faut faire, il faut vérifier l'absence de tension avec un testeur. Il faut vérifier l'absence de tension. Et pour la vérification de l'absence de tension, nous avons un testeur qu'on appelle VAT, V-A-T. V-A-T. C'est pas tout le monde qui a les moyens de se procurer ce testeur VAT qu'on appelle VAT, pardon. Mais il y a d'autres personnes qui utilisent le petit testeur de 100 francs. Eh bien, ce petit testeur de 100 francs ne peut pas être très efficace à un moment parce que nous avons des réseaux électriques qui ont les deux câbles qui brillent, comme on parlait tout à l'heure de différence de potentiel, quand on parlait de tension. Les deux bouts brillent, les deux bouts de fil qui amènent le courant vie, la source d'énergie là. Les deux bouts là, ça brille. Et quand vous voyez les deux bouts briller, vous ne savez pas exactement qui est la phase, qui est le neutre avec un testeur. Donc, il est important d'avoir ce petit appareil qu'on appelle VAT, V-A-T, et ça veut dire vérification, absence, tension. Donc, vous utilisez ce VAT-là pour vérifier l'absence de tension avec ce testeur. On l'appelle VAT. Il est mieux de l'utiliser. Après avoir vérifié l'absence de tension avec le testeur, si la boîte d'encastrement n'est pas endommagée, et si le câble n'a pas brûlé, vous déconnectez la prise, vous mettez une nouvelle prise. Mais s'il faut installer une nouvelle boîte d'encastrement, eh bien, il faut préparer la boîte d'encastrement et également le fil. Et là, vous allez préparer la boîte d'encastrement qu'on appelle vulgairement le boîtier et le câblage, et vous montez.
Lorsque vous avez donc préparé votre boîte d'encastrement et votre fil, vous allez maintenant connecter les fils sur la prise que vous avez, votre nouvelle prise que vous avez. Vous avez connecté le fil, la phase sur la borne L, live, en anglais, phase. Le neutre sur la borne N sur votre prise. Et la terre, le câble vert jaune, vous allez voir sur les bonnes prises. On a parlé tout à l'heure, nous n'allons pas cesser d'insister dessus, sur des produits certifiés. Si vous avez un produit certifié, vous allez voir tout ce dont nous parlons. Vous allez voir L, vous allez voir N, et vous allez voir le symbole de la terre, câble terre vert jaune sur votre appareillage qui est la prise. Vous connectez ainsi. Vous allez connecter. N'oubliez pas, nous avons dit, la phase se distingue par 3 couleurs. Le rouge, le marron, le noir. Donc, si vous trouvez le rouge, c'est la phase. Si vous trouvez le marron, c'est la phase. Si vous trouvez le noir, c'est la phase. Vous connectez sur le point L de la prise. Le neutre, lui, il est toujours en bleu. Vous le mettez sur le point N. Et le câble vert jaune, vous le mettez sur le point terre. Vous allez voir la barre sur la prise. Après avoir connecté votre prise, vous la fixez sur la boîte d'encastrement ou dans la boîte d'encastrement, que nous appelons vulgairement boîtier, le boîtier. Et après avoir donc fixé la prise dans la boîte d'encastrement correctement comme il faut, eh bien, vous repartez dans votre coffret, vous rétablissez le courant. C'est-à-dire, vous levez le disjoncteur. Si c'est un disjoncteur 0,1, ou vous appuyez sur le bouton noir. Si c'est un disjoncteur autre qui a 2 boutons rouges et noirs. Quand vous allez appuyer sur le bouton noir, vous repartez donc pour tester la prise. Donc n'oubliez jamais, avant d'installer une prise électrique, coupez l'alimentation, vérifiez l'absence tension, préparez la boîte d'encastrement, connectez les fils, fixez la prise, et bien rétablissez le courant et testez la prise si elle fonctionne et elle a une valeur de 220 volts. Autre chose qu'il faut savoir, c'est de respecter toujours les distances de sécurité. Vous savez, si vous avez un point d'eau, par exemple, à côté, comme dans nos maisons, nous avons parfois les chambres. Quand on fait une chambre, il y a une toilette à côté. Il est important de respecter la distance de sécurité. Donc, elle est de minimum 60 cm d'un point d'eau pour une prise standard. C'est-à-dire que si vous avez un point d'eau dans votre chambre, vous avez une douche. Si vous voulez mettre une prise, elle est au moins de 60 cm de ce point d'eau-là. Et si vous ne voulez pas utiliser cette prise normale ou standard, utilisez une prise spéciale parce qu'il y a des prises spéciales pour les zones humides. Il est important de le savoir. Après cela, si vous voulez poser un interrupteur, par exemple, s'il vous arrive de poser un interrupteur, parce que l'interrupteur est gâté, eh bien, nous avons également des étapes à respecter. Mais celles-ci, elles ne sont pas longues, comme pour la prise. Et avec le temps, je vous expliquerai pourquoi. Pour installer un interrupteur simple, vous allez couper le courant et vérifier, bien sûr, l'absence de tension, comme on a dit. Toujours vérifier l'absence de tension après coupure d'énergie. Toujours vérifier. Toujours vérifier. Toujours vérifier. Toujours vérifier. Ne pensez pas. Ne pensez pas qu'il n'y a pas le courant. Non. Ne vous dites pas. Vérifiez. Avec vérification, absence, tension. Et après, vous connectez uniquement le fil de phase à l'interrupteur. Parce que, vous savez, il y a un fil qui vient. Quand le courant ressort, ça va avec l'autre fil. Quand vous connectez uniquement le fil de phase à l'interrupteur. Maintenant, vous avez 2 types d'interrupteurs. Si c'est un interrupteur simple allumage, d'accord. Mais si c'est un interrupteur va-et-vient, généralement, ce que nous utilisons dans les chambres à coucher, parce que dans les chambres à coucher, quand vous ouvrez la porte, vous allumez. Maintenant, quand vous êtes déjà couché sur votre lit, vous n'allez pas vous lever pour aller encore au niveau de la porte pour éteindre. Donc, au chevet, il y a un autre interrupteur. C'est pour ça que nous parlons de va-et-vient. Par contre, dans les douches, quand on veut entrer, on a un interrupteur simple allumage. On peut allumer et éteindre.
Donc, si c'est pour un interrupteur va-et-vient, vous allez utiliser deux interrupteurs de même type. Et ces deux interruptions sont reliés avec les fils navettes. On aura le temps de démontrer cela. Donc, rassurez-vous toujours que le courant est coupé et après, rétablissez le courant et testez. Voilà. Donc, nous avons parlé des interrupteurs et des prises, s'il faut les monter ou les installer à la maison. Comment procéder? Maintenant, nous allons parler de la maison. Vous voyez tout à l'heure, quand j'expliquais comment faire pour monter une prise électrique à la maison, j'ai parlé de compteur électrique, j'ai parlé de tableau électrique ou coffret. Alors, revenons aussi. Maintenant, nous parlons de compteur électrique. C'est le point d'entrée de l'électricité dans la maison. Nous avons une entreprise qui est chargée de le faire. Et c'est ce point compteur, comme on dit compteur, ça compte la consommation. Le compteur mesure la consommation en kilowattheure. C'est pour ça que parfois vous entendez, vous avez beaucoup consommé cette mois-ci, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui compte, ça compte. Il y a un bouton là, pour certains compteurs, vous voyez, ça clignote. C'est en train de compter l'énergie. C'est ça le rôle du compteur. Alors, donc, il y a des compteurs modernes qui permettent de le relever à distance et offrent des fonctionnalités au suivi. Bon, on n'utilise pas ça beaucoup ici, chez nous, mais ce qui est fréquent, qu'on utilise beaucoup, ce sont des compteurs mécaniques. Avant, on utilisait des compteurs mécaniques. Aujourd'hui, c'est des compteurs électroniques qui sont plus installés dans nos maisons et avec un voyant lumineux qui clignote parce qu'il est en train de compter l'énergie. Donc, à l'entrée de la maison, nous avons ces compteurs. À l'intérieur de la maison, nous avons des tableaux électriques. Tableaux électriques. Donc, c'est dans ce tableau que nous avons le disjoncteur principal. Un disjoncteur principal. Et les disjoncteurs divisionnaires. Généralement, dans les coffrets ou les tableaux, nous avons les disjoncteurs qui nous sont fournis sont de 500 mA. C'est le différentiel, c'est une sensibilité. Et ce que nous mettons dans les maisons, les disjoncteurs divisionnaires et les interrupteurs différentiels, 30 mA. Et maintenant, il est important de protéger chaque circuit de la maison par un disjoncteur adapté à sa puissance. Je prends un exemple simple. Si vous avez un fer à repasser qui prend une puissance peut-être de 16 watts ou 16 ampères, vous n'allez pas mettre un disjoncteur de 10 ampères dessus. Donc, il faut adapter. Chaque circuit doit être protégé à un disjoncteur adapté à sa puissance pour protéger des personnes et les biens que vous avez à la maison. Après avoir parlé du tableau électrique, on parle du schéma électrique. Vous savez, lorsqu'on vous demandera quand vous serez plus apte, chers apprenants, quand vous serez apte, vous serez sollicité pour les travaux. Et lorsque vous serez sollicité pour les travaux, à la fin d'un travail, on va vous demander un schéma électrique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a guidé pendant que vous installiez cette maison? On va vous demander ce schéma électrique. Alors, de quoi doit-il être composé le schéma électrique que vous serez invité à fournir au client après? Eh bien, ce document représente l'ensemble de l'installation que vous avez faite. L'ensemble de l'installation que vous avez faite. Et sur ce document, vous devez indiquer l'emplacement des composants. Vous vous rappelez comment on a défini les composants? Le parcours des câbles et la répartition des circuits dans le document que vous allez fournir. Donc, il faut bien que si vous le fournissez après, si vous indiquez que la lampe était au milieu de la chambre, sur le document, on doit retrouver la lampe au milieu de la chambre. Si la lampe est sur un mur, il faut indiquer la lampe sur le mur. Il faut montrer comment le câble est passé du coffret électrique ou du tableau électrique pour cette lampe-là. C'est ça le schéma électrique. Donc, c'est un travail. Il doit être conservé précieusement et le mettre à jour lors des modifications. Parce que s'il y a des modifications après, il faut bien que celui qui viendra après vous puisse être capable de savoir comment vous avez procédé pour passer les câbles électriques. Bien sûr, il n'y a aucun travail sans la norme. La norme française est celle que nous utilisons ici chez nous. Elle va vous préciser le nombre de prises par pièce. Par exemple, dans une pièce comme le salon, combien de prises est-ce que nous devons avoir? Cette norme vous parlera également des protections requises. Elle vous parlera des sections de câbles à utiliser, etc., etc. Donc, la norme est très importante. On ne travaille pas au hasard dans cette entreprise dans laquelle nous embarquons.
Alors, pour ce qui est des installations qui sont neuves et qui doivent être rénovées, il faut faire un diagnostic. C'est important de faire un diagnostic. Il est très obligatoire. Maintenant, vous savez que dans toute entreprise ou dans tout travail, il y a des risques. Nous saurons continuer de plus, nous parlons du courant, nous parlons des circuits en série en parallèle, nous parlons des composants, nous parlons des schémas, des compteurs. Alors, est-ce qu'il y a des risques à travailler avec le courant électrique? Oui, bien sûr, il y a de très grands risques même. Et ce qui m'a toujours plu en tant que technicien, en tant qu'expert dans la matière, c'est de savoir que tout le monde a peur du courant. Tout le monde a peur du courant. Oui, tout le monde a peur du courant. Alors, parcourons quelques risques électriques. Il faut bien savoir que l'électricité présente plusieurs dangers potentiels. Je suis persuadé que vous avez déjà peut-être vu des personnes qui ont été tuées par le courant électrique, d'autres même brûlées, calcinées. Oui, c'est choquant, ça fait mal. Eh bien, nous avons plusieurs dangers, mais les plus fréquents, c'est l'électrocution. C'est quoi l'électrocution? On dit le courant l'a tué, le courant l'a tué, mais le vrai mot, c'est l'électrocution. Voici le vrai mot qu'on doit utiliser. Électrocution. C'est quoi l'électrocution? Eh bien, c'est le passage du courant à travers le corps en temps normal. Quand on parlait de composants et d'autres choses dans ce corps, nous avons dit que le courant doit passer par un fil, n'est-ce pas? Le courant doit passer par un fil électrique, du point A au point B par exemple. Or, dès lors que le courant ne peut plus passer par ce fil électrique, que ça vient passer par le corps humain, on parle d'électrocution. Et cela n'est pas sans danger. Quand on parle d'électrocution, cette électrocution peut entraîner des brûlures internes que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. Ça entraîne des brûlures internes. Ça peut entraîner l'arrêt cardiaque ou respiratoire. C'est pour ça que vous vous rendrez compte que lorsque quelqu'un est en contact avec le courant électrique, eh bien vous voyez comment il tremble, après, boum, il tombe. Il devient inerte. Parce que ça fait des dégâts. Donc c'est un danger. C'est un danger. Il y a également d'autres dangers. Comme vous vous rendrez peut-être compte qu'on dit il y a eu un incendie qui a été créé par le courant électrique. C'est parce qu'il y a un échauffement excessif. Il y a un court-circuit ou une surcharge. Ça fait des brûlures. Par contact direct ou par contact indirect. C'est pour ça que tout à l'heure, plus haut, nous avons parlé de l'importance de bien choisir les composants ou le matériel selon la norme. C'est pour la sécurité. Parce que lorsque le fil électrique ou le câble électrique n'est pas dimensionné selon la charge ou n'est pas choisi selon la norme, il va entraîner des incendies. Les gens vont se brûler. Maintenant, pour éviter l'électrocution, par exemple, quand on travaille, il y a ce que nous devons faire. Nous devons avoir des équipements de protection individuelle qu'on appelle EPI. Nous devons avoir ces équipements de protection individuelle. Alors, quels sont quelques-uns des équipements individuels que nous devons avoir pour éviter l'électrocution? Eh bien, nous devons avoir des gants isolants certifiés pour la tension concernée, tapis isolants pour se protéger de la terre. Bon, vous allez me dire que vous n'avez pas de tapis isolant. Vous avez des chaussures de sécurité que vous pouvez utiliser. Oui, de bonnes chaussures de sécurité adaptées, appropriées. Parce que là également, c'est important, si vous n'avez pas de tapis isolant. Mais laissez-moi vous dire, chers apprenants, que le moment viendra où si vous voulez aller plus loin dans ce domaine, vous serez obligé d'avoir des tapis isolants en plus des chaussures de sécurité pour certains travaux. Mais nous allons nous limiter aujourd'hui à des gants isolants certifiés. Pourquoi des gants isolants certifiés? Vous vous rendrez peut-être compte que parfois les gens qui font le ménage, nous avons des personnes qui sont chargées de faire des ménages dans des institutions ou dans certaines structures. Ce ne sont pas ces gants qu'ils utilisent que vous allez aussi aller utiliser lorsqu'il s'agit de faire des travaux électriques. C'est pour ça qu'on parle de gants isolants certifiés. Donc il y a des gants appropriés, en d'autres termes, que vous devez utiliser pour faire des travaux. À côté de ces gants isolants, et des bonnes chaussures de sécurité également, nous avons des outils en manches isolants spéciales
Nous avons des outils. Je vous prends un exemple simple. Vous voyez les mécaniciens, par exemple, ils ont leurs outils, leurs tournevis qu'ils utilisent. Vous n'allez pas prendre cette tournevis-là pour aller travailler dans les circuits électriques. C'est pour ça que nous utilisons des outils isolés. Par exemple, celui qui fait la plonge, il va être mouillé. Vous n'allez pas prendre des habits mouillés, des vêtements mouillés. Parce que si vous utilisez des vêtements mouillés, ça va augmenter la conductivité. Bon, le courant va passer encore plus dans votre corps humain. Oui. C'est pour ça qu'on demande, on conseille, on recommande de porter des chaussures de sécurité appropriées, des gants isolants, isolés, appropriés, tournevis et tout isolé, approprié pour éviter de se faire électrocuter. Et d'utiliser du très bon matériel selon la norme, dimensionné à point pour éviter des incendies. Donc voilà quelque chose qu'il faut faire, chers apprenants, si vous voulez continuer dans cette magnifique entreprise. Alors il y a des règles d'or à ne jamais oublier, bien sûr, comme on disait tout à l'heure. On se répète parce que la sécurité est très 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 importante dans l'électricité. Ce coût d'électricité, la sécurité est très très importante. Je ne vais pas manquer d'insister là-dessus. Il faut vraiment vraiment faire attention et prendre toutes les mesures de sécurité avant de commencer tous travaux électriques. Donc voici la règle d'or ici. On a la règle d'or, voici la règle d'or, voici la règle d'or. Je vais essayer de faire comme ça pour vous montrer cette règle d'or. Elle est là, de 1 à 4. Toujours garder ça en présent d'esprit. Toujours couper le courant avant l'intervention. Avant toute intervention électrique, couper le courant. Et après avoir coupé, on va revenir dessus. N'imaginez pas, ne pensez pas. Vérifiez l'absence tension. On a un vérificateur absence tension. V-A-T. Vérifiez toujours l'absence tension avec un testeur. Toujours. On dit utiliser des outils isolés. Des outils isolés. Testeurs, tournevis, pince. Tout doit être isolé. Pas ce qui n'est pas isolé. Et on dit ne jamais travailler avec des mains ou des pieds mouillés. Jamais. Même si vous portez des chaussures de sécurité, n'allez pas vous mouiller les mains. Non. En disant que non, j'ai porté des chaussures de sécurité. Non. Donc, toujours respecter ces règles d'or. Chers apprenants, si vous respectez ces règles d'or, vous travaillerez en toute sécurité. Ces règles d'or-ci. Vous travaillerez en toute sécurité et vous n'aurez jamais de problème dans ce travail. Alors, en conclusion et prochaine étape, qu'est-ce que nous avons appris? Vous souvenez-vous? En conclusion, pour conclure, nous allons dire, nous avons couvert des principes fondamentaux de l'électricité, les différents types de circuits et composants, les techniques d'installation de base et les mesures de sécurité. Ces connaissances-là, rassurez-vous, constituent une base solide pour comprendre et travailler avec l'électricité en toute sécurité. Alors, pour aller plus loin, nous allons explorer les sujets comme des installations domestiques, et ainsi de suite. La maîtrise de ce domaine nous permettra de réaliser de plus grands projets également. Donc, voilà, nous n'allons pas beaucoup élaborer ici dans l'approfondissement, parce que pour l'instant, ça ne nous concerne pas. Mais il est bien de savoir que nous avons également d'autres ressources complémentaires, comme des livres, des sites, ou bien d'autres choses que vous pouvez vérifier, ou bien que vous pouvez visiter pour accroître votre connaissance. Alors, pour essayer de nous résumer un tout petit peu, il est toujours bien, comme on dit, la répétition est l'ami de la mémoire. Essayons de reparcourir un peu ce que nous avons discuté depuis. Alors, nous avons dit, notre objectif ici, c'est de savoir comment travailler avec cette force fascinante qui alimente notre monde. C'est une force fascinante. Comment pouvons-nous travailler avec cette force en toute sécurité? Eh bien, nous avons commencé par dire les types d'électricité que nous avons. Et après avoir parlé des types d'électricité, l'électricité statique et dynamique, nous avons parlé des valeurs essentielles ou des grandeurs essentielles. Nous avons parlé de 4 grandeurs essentielles.
la charge, le courant, la tension, la résistance. Nous avons parlé après de la relation fondamentale entre la tension, le courant et la résistance. La pierre angulaire. Une pierre sans laquelle on ne peut rien en électricité. La loi d'Ohm, que vous pouvez voir là. Voilà la formule de la loi d'Ohm. Excusez-moi, voilà. Ça, c'est la formule de la loi d'Ohm. C'est une pierre angulaire. Après avoir parlé de la pierre angulaire, nous avons parlé des circuits électriques. C'est quoi un circuit électrique? Nous avons dit que c'est un chemin fermé qui permet aux électrons de circuler. Chemin fermé. On a parlé de circuits en série. Et nous avons également parlé de circuits en parallèle. Après avoir parlé de circuits, nous avons parlé des composants fondamentaux des circuits. Circuits électriques, on a parlé de circuits électriques. On a parlé de circuits en série, circuits en parallèle. Maintenant, c'est quoi les composants de ces circuits? Nous avons parlé des résistances. Nous avons parlé des condensateurs. Nous avons parlé des bobines, des inductances et nous avons parlé des diodes. Et nous avons défini les rôles de chacun de ces éléments. Après, nous avons parlé des composants. Il faudra faire attention, chers apprenants. Ne confondez pas composants fondamentaux des circuits ou composants électriques. Ne confondez pas les composants fondamentaux des circuits ou composants électriques. Ce sont deux choses bien différentes. Et maintenant, les composants électriques, nous avons parlé des interrupteurs, nous avons parlé des prises, nous avons parlé des câbles et fils. Et nous avons bien élaboré là-dessus. Après, nous avons vu comment on peut monter et installer une prise à la maison, même si on est apprenant. On a vu comment installer et poser un interrupteur également. Nous avons parlé de la maison, du compteur. Quand vous voyez un compteur désormais, vous savez ce que c'est. Quand vous voyez un tableau électrique désormais, vous savez ce que c'est. Un schéma qu'un technicien doit laisser. On a parlé de la norme, bien évidemment, qu'il est important de la respecter. Et on a dit avant toute chose, il faut sécuriser. Il faut se sécuriser, il faut être en sécurité. Et nous avons parlé des dangers qu'on court à faire notre travail d'électricité. Et ce que ça peut causer, ça peut entraîner la mort. Donc il est important de se protéger avant de commencer à travailler. On a défini l'électrocution. Le courant doit passer par un fil. S'il passe par votre corps, vous allez vous faire électrocuter. Ça peut entraîner des dégâts, des brûlures, de l'arrêt cardiaque ou respiratoire. On a dit ce qui peut nous aider à éviter cela. Ce sont des équipements de protection individuelle, EPI. EPI, équipements de protection individuelle, qu'il est important de les aborder, de les porter avant de commencer à travailler. Et après nous avons insisté sur notre règle d'or. Les 4 points, on peut dire cardinaux, qui régulent notre travail. Toujours garder ça en tête. Il est important de maîtriser ces 4 points avant de s'engager dans quoi que ce soit en électricité. Et enfin, nous avons essayé de voir ce que nous avons compris. Couvert ces principes fondamentaux, type de circuit. C'est une base solide. Vous ne pourrez commencer à parler d'électricité si vous ne connaissez pas ces bases-ci. Si vous connaissez ces bases, si vous maîtrisez ces bases, et si vous travaillez selon ces bases, eh bien, vous allez réussir dans cette entreprise. Parce que sans la connaissance de ces bases, vous risquerez de perdre votre vie, chers apprenants. Donc, relisez ces bases, parcourez-les, maîtrisez-les. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous savez, au début de ce cours, je ne me suis pas présenté. Alors, je m'appelle Charles Sapo, c'est mon nom. Je suis technicien comme vous, je vais vous présenter comme ça. Je ne veux pas commencer à tirer de long en large. Je suis, non. Je pense que le plus important est de savoir ce qu'on fait et comment on le fait. Et si on sait déjà ce qu'on fait et comment on doit le faire et pourquoi on le fait, il est important de le savoir et voilà. Donc, avec le temps, si vous avez des questions, alors, nous allons bientôt conclure notre cours. Nous avons revu ensemble les principes fondamentaux de l'électricité. Nous avons vu ce que c'est que des circuits électriques. Nous avons parlé des circuits en série et en parallèle. Nous avons également insisté sur l'importance de toujours veiller sur notre sécurité lorsque nous voulons travailler.
et de surtout utiliser le matériel approprié qui respecte les normes, mais également les équipements de protection individuelle. Donc, merci d'avoir été là et à très bientôt.